Hello hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait assez chaud. En tout cas, moi je ne travaille pas aujourd'hui donc je suis plutôt tranquille. Et j'espère que vous allez bien, que vous démarrez cette semaine sous de bons auspices et que tout va bien se passer pour vous, que vous n'allez pas avoir trop chaud. C'est pas comme hier, on va dire. Hier il faisait assez chaud. Donc voilà. Donc on va démarrer cette nouvelle semaine avec un live un peu plus light que d'habitude. J'avais pas trop d'infos à faire passer aujourd'hui. Je vais juste parler de deux, trois petites choses. Et puis on va tester là en fin de live une distribution Linux. Ça fait un moment que je voulais la tester, que j'avais jamais eu le temps de tester. C'est PopOS. Donc PopOS qui est une distribution Linux basée sur Ubuntu et Debian qui m'a l'air assez intéressant parce que j'en parle de temps en temps. J'ai lu pas mal d'articles et j'ai communiqué dessus plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais réellement testé. Donc on va la tester en live tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça donne et puis voir si c'est une distribution qui vaut le détour. En tout cas, elle est orientée plutôt profil utilisateur, je dirais débutant ou plutôt utilisateur bureautique. Navigation web, tout ça, etc. Donc on va voir ce que vaut cette distribution, ce qu'elle a dans le ventre. Donc on fera un petit test sur un de mes hyperviseurs Proxmox tout à l'heure. Et donc pour commencer, je vais commencer les news en vous affichant ça par rapport à la news que j'ai postée hier matin. Donc j'ai trouvé assez intéressante cette news parce que du coup j'ai posté un lien que j'ai vu dans les trends les trending topics de GitHub. Et donc, c'est un dépôt Git de Florin Pop 17, un dépôt Git qui regroupe, qui s'appelle App IDs Collection, qui est en fait plutôt orienté pour les développeurs qui veulent s'entraîner, ou qui veulent apprendre à programmer, ou qui veulent un petit peu se challenger ou tester des choses. Souvent, des fois, on se dit, eh ben, tiens, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de développer un truc, mais je ne sais pas quel exercice faire, je ne sais pas quelle application développer, etc., etc. Et du coup, ce dépôt regroupe un certain nombre d'exemples d'applications qu'on peut développer avec un objectif, des user stories qui sont assez claires et assez précises, et puis qui permettent de pouvoir se lancer directement dans le développement plus ou moins complexe, parce que c'est réparti en trois niveaux de complexité de mémoire. Donc développement d'applications pour pouvoir s'entraîner à développer des choses ou à le faire de plusieurs façons différentes, parce que souvent des fois on a envie de s'entraîner, mais on ne sait pas trop quoi faire. Donc tiens, on va y aller directement de ce pas. Hop. Donc le dépôt Git est plutôt pas mal fait. Donc il réexplique au début les objectifs un petit peu de ce dépôt, hein. Donc ces applications qui sont développées sont très très bien, par exemple pour améliorer un petit peu ses capacités de développement, pour expérimenter des nouvelles technos. C'est souvent aussi pour ça que j'aime bien des fois faire ce qu'on appelle des katas de code. C'est de pouvoir se dire, tiens, je découvre un nouveau langage, par exemple, dans les mois qui ont précédé, c'était plutôt Rust, par exemple, de se dire, ok, pour découvrir un langage, il n'y a rien de mieux que de pratiquer. Et donc de se dire, quel exercice j'ai envie de pratiquer au-delà des exercices un peu classiques, Fizzbuzz ou ce genre de choses, etc. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'étais tombé sur ce dépôt et donc il y a plein d'exemples d'applications qu'on peut développer qui sont très simples. Par exemple, le bin2deck pour convertir un nombre binaire en nombre décimal. Donc si on regarde un petit peu ça, comment c'est fait. Donc il explique un petit peu l'objectif, à qui c'est dédié. Donc déjà c'est pour les débutants, donc beginner. Il explique un petit peu l'objectif de l'exercice, du kata, et les user stories qu'on doit suivre. Donc par exemple l'utilisateur doit entrer jusqu'à 8 binary digits, donc 8 digits binaires, dans un champ d'entrée, et ensuite il doit être afficher une erreur si on a autre chose que de 0, des 1 qui sont entrés, et ensuite on doit convertir ça en base 10. Donc là c'est un exercice qui est tout bête, qui a l'air tout couillon comme ça, mais lorsqu'on fait du développement, qu'on veut se frotter un petit peu aux nouvelles techno, par exemple quelqu'un qui veut développer une interface web qui se dit tiens je suis en train de découvrir Vue.js ou React.js, ça permet d'avoir un petit objectif à réaliser
et c'est plutôt sympa. Et ce qui est plutôt sympa en plus, c'est que il met des liens vers des ressources, donc ça peut être des liens vers différents sites internet ou différentes ressources qui sont liées à cet exercice sur internet, et des projets d'exemple d'implémentation qui ont été faites, donc qui peuvent être soit sur des GitHub, soit sur d'autres sites. Donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui veulent un petit peu regarder ça et voir un petit peu comment ils peuvent l'implémenter ou des façons différentes de l'implémenter. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, hein. Ça va du Hello World, donc comme je disais, convertisseur binaire vers décimal. Vous avez, j'en sais rien, si on prend, voilà, si on prend les projets intermédiaires, développer une calculatrice en ligne de commande, une application pour dessiner, enfin il y a vraiment plein de choses. Et je trouve que c'est pas mal, ça permet quand même de se guider sur notre façon comment je dirais, de pratiquer les langages et de découvrir des nouvelles technos, des nouveaux langages. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal, et je pense que c'est assez amusant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en attente de ce type de ressources, au vu des commentaires que j'ai reçus et au vu du nombre de likes et de retweets. Je m'attendais pas du tout à ça. Là, j'ai eu effectivement entre hier et aujourd'hui 91 retweets, 5 tweets cités, 361 j'aime, ce qui est quand même pas mal pour une petite news comme ça du matin, du dimanche, où les gens plutôt passent leur dimanche en famille plutôt que de coder. Donc c'est une ressource qui est intéressante parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui cherchaient ce type de ressources. Donc comme je le dis souvent, n'hésitez pas, c'est ce que je fais hein, très régulièrement, je le fais tous les jours, à aller dans les trending topics de GitHub ou de GitLab. Souvent on voit pas mal de projets qui remontent à la surface et qui sont souvent intéressants à découvrir. Et celui-ci, je l'ai découvert totalement par hasard, hein. Donc voilà. Donc, ceci étant dit, je vais passer à la deuxième news, qui n'est pas réellement une news, c'est pareil, c'est une ressource que j'ai découverte, qui est plutôt orientée pour les débutants, et notamment ceux qui ne maîtrisent pas trop le réseau. Ça, c'est un lien que je vous partagerai lorsque je mettrai le replay sur YouTube, et je vous mettrai le lien avec. Donc j'ai trouvé sur itconnect.fr un article qui parle du NAT et du PAT pour les débutants. Donc ceux qui sont déjà à l'aise avec ça, vous n'avez rien à apprendre, hein, parce que ça revient essentiellement sur les bases. Mais j'ai trouvé l'article plutôt bien écrit, qui présente en plus, comment je dirais, les différents principes entre le NAT, le PAT, pourquoi ça existe, comment l'implémenter, comment l'utiliser, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment beaucoup de développeurs, qui développent pas mal de choses, mais qui sont très peu familiers avec des concepts réseau, et des concepts qui sont, je dirais, basico-basiques. C'est-à-dire quand on parle de NAT, tout le monde globalement sait à peu près de quoi on parle, mais le problème c'est l'à peu près. En fait, ce qui en découle derrière, c'est comment ça fonctionne, à quoi ça sert. On parle de destination NAT, de source NAT, etc. Donc le forward de port. Donc ça, c'est des choses qui parlent, mais pourquoi ça existe, comment ça marche et tout ça. Souvent, ce sont des choses qui sortent un petit peu de la tête des gens. Donc voilà, je partagerai cet article parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal fait. Il y a une petite vidéo qui va avec. Donc à regarder, c'est très rapide à lire, hein, et l'article ne prétend pas du tout être exhaustif sur le sujet. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pourrez aller le lire. Peut-être que ça vous donnera quelques billes ou quelques clés justement pour faire un peu du NAT et du PAT. Et en tout cas là, ça parle essentiellement d'IPv4. Alors je vais faire une petite digression parce que pour ceux qui disent ouais, le NAT, le PAT, ça n'existe pas en IPv6. Si, ça existe en IPv6, on peut en faire, même si c'est pas préconisé. Pourquoi? Parce que l'IPv6 justement tend à résoudre une problématique qu'on avait avec l'IPv4, c'est-à-dire le manque d'adresses IP. Donc normalement, lorsque vous avez des adresses IP ou un bloc d'adresses IP, notamment sur votre réseau local, normalement il n'y a pas besoin de mettre en place de NAT ou de PAT. Pourquoi? Parce que toutes les adresses sont normalement routables. L'avantage, c'est que comme tout PC qui va être dans votre réseau local, enfin PC ou machine ou serveur, va être routable directement depuis l'internet, depuis votre routeur. L'inconvénient, c'est que comme la machine est accessible directement depuis l'extérieur, il faut mettre en place des règles de firewall qu'il faut mettre en place sur votre machine.
parce que de fait, comme la machine elle est routable et donc accessible de partout, bah, votre machine elle est ouverte, je dirais aux 4 vents et donc attaquable par l'extérieur. Donc vous pouvez mettre en place du NAT, même si c'est pas toujours préconisé, même c'est même souvent fortement déconseillé. Et je vois pas trop pourquoi, mais bon, ça c'est un débat. Je veux pas rentrer trop dans le troll. On peut mettre en place du NAT, c'est-à-dire avoir des adresses, des machines qui ont des adresses privées IPv6 et qui ne sont pas routables de l'extérieur, et d'avoir un firewall un routeur qui permet de faire du NAT comme on le fait en IPv4. L'inconvénient de ça, c'est que ça complexifie la configuration. L'avantage, c'est que ça rend les machines totalement isolées du reste du monde extérieur. Mais du coup, on perd un peu l'avantage de la routabilité des adresses IPv6 par rapport à l'IPv4. Donc bon, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, il m'arrive notamment sur mes hyperviseurs Proxmox, c'est-à-dire comme j'ai pas envie de m'embêter à faire du routage et de rendre toutes les machines virtuelles routables, parce que je veux avoir des règles de firewall au niveau de mon hyperviseur qui soient plutôt assez centralisées, que les machines soient plutôt entre guillemets masquées de l'extérieur, et passer notamment par des points d'entrée qui sont par exemple le reverse proxy, etc. J'ai pas mal de machines qui ont des adresses privées IPv6, et ensuite avec un NAT IPv6 sur l'hyperviseur qui permet à la machine de pouvoir sortir et de pouvoir atteindre l'internet, et mais par contre de ne pas pouvoir l'atteindre depuis internet. Je sais que c'est pas forcément une bonne pratique, mais ça marche bien. Et ça permet d'être quelque part, enfin en tout cas de mon point de vue, un peu plus serein sur le fait que la machine elle est vraiment quelque part invisible totalement de l'internet. Donc comme j'en parle souvent de l'IPv6, c'est quand même l'avenir un petit peu du protocole TCP/IP. C'est quelque chose qui traîne à être mis en place un peu partout. Par contre, effectivement, lorsque l'IPv6 va réellement exploser en termes d'usage, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels, il va falloir s'attendre à des attaques un peu plus massives, en tout cas des pénétrations dans des systèmes qui soient un peu plus élevés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme les machines vont être toutes routables et donc vont toutes être accessibles depuis Internet, bah, le moindre manque de configuration au niveau de la sécurité, ça va entraîner potentiellement des problèmes. Une machine, on met en place un serveur chez soi, par exemple, dans son réseau local, un Raspberry Pi, par exemple, routable en IPv6 derrière sa Freebox. Parce que la Freebox, pour rappel, nous donne accès à 8 blocs IPv6 qui sont routables. Donc si on met en place quelque part un Raspberry Pi qui est accessible en IPv6 dans son réseau local, bah, si on ne met pas en place avec iptables ou UFW des règles de firewall, bah, si votre machine elle est pas bien sécurisée ou qu'elle ouvre des services qui ne devraient pas être accessibles depuis Internet, ça peut poser des problèmes. Voilà. Bon, je vais pas plus rentrer dans le détail parce que ça peut lancer aussi des trolls, tout ça. Il y a des gens qui sont bien plus expérimentés que moi sur le sujet. Moi, je rappelle que ça fait partie de mon bagage, mais je suis pas un expert réseau en tant que tel, même si je maîtrise quand même pas mal ces sujets, mais je suis loin d'être un expert ultime sur le sujet puisque ce n'est pas mon métier à l'origine. Voilà. Donc voilà pour ce sujet. Donc je vous partagerai le lien, j'ai trouvé plutôt pas mal, donc à lire et à relire pour ceux qui sont vraiment un peu noobs sur le sujet. Ça fait toujours pas de mal d'avoir quelques ressources qui permettent de rentrer là-dedans. Et peut-être qu'un jour on parlera, on fera des expérimentations en live sur l'IPv6 versus l'IPv4 pour voir un petit peu comment ça marche, les règles de routage, tout ça, etc. Faut que je prépare quelque chose, mais c'est intéressant parce que souvent ce qui empêche les gens de passer de l'IPv4 à l'IPv6 ou d'avoir une dual stack, comme moi j'ai sur toutes mes machines, c'est justement un petit peu le manque de connaissances de comment ça fonctionne, et puis les avantages et les inconvénients de chacune des versions de protocole. Voilà. Et donc je vais passer pour la news suivante à PopOS. Donc j'en parlais tout à l'heure en introduction. PopOS est une distribution Linux qui est basée sur Ubuntu et Debian, qui est une distribution, j'en parle de temps en temps, notamment sur les sorties des dernières versions. Lorsque la dernière version de PopOS, la 22.04 je crois, est sortie très récemment, j'en ai fait une news sur le sujet. Parfois je partage des news beaucoup sur Twitter, mais j'ai pas réellement eu le temps de tester ou de rentrer dedans, donc je partage la news parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent plus que moi et des fois qui font pas spécifiquement de veille, donc ils se disent ah tiens super, il y a une nouvelle version qui est sortie, je vais aller l'upgrader ou la tester, etc.
Et donc ça fait plusieurs fois que j'entends parler de cette distribution, donc qui est édité par System76. System76 qui est une entreprise qui, de mémoire, fabrique des machines et qui peuvent vendre les machines qu'ils fabriquent, qu'ils assemblent avec justement une distribution Linux qui est leur distribution Linux qui s'appelle PopOS, qui est très orientée utilisateur un petit peu standard, un petit peu lambda. C'est pas un Linux qui est orienté plutôt power user, mais plutôt assez facile d'accès. En tout cas, c'est comme ça qu'il se vend. Donc avec qui est assez configurable, qui est facile à prendre en main, avec un look and feel qui est a priori est assez simple à comprendre. En tout cas pour les utilisateurs, je dirais qui sont habitués à macOS ou Windows, c'est assez facile à prendre en main. Donc elle offre pas mal de fonctionnalités et avec aussi une intégration, je dirais out of the box de tout ce qui est pilote pour le Wi-Fi, pour les cartes graphiques et surtout aussi pour les logiciels qu'on utilise un petit peu au quotidien. Donc on voit par exemple tiens, VS Code, KiCad, on voit Blender, DaVinci Resolve. C'est-à-dire que normalement la plupart de ces softs sont installables en un seul clic sans aller se dire je vais aller tripatouiller mes dépôts Debian ou Ubuntu pour pouvoir installer le logiciel dont j'ai besoin. Donc, comme je n'ai jamais installé PopOS, déjà on va aller sur Wikipédia parce que j'ai dû me planter quelque part. Sur Wikipédia, je voulais aller. Wikipédia, PopOS. Ah, j'ai eu un petit problème de lien. Zoo. Voilà, donc qu'est-ce que nous dit Wikipédia sur PopOS? Que PopOS a été créé en 2017. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Intégrer aux ordinateurs construits par System76, donc c'est ça. Ils fournissent un support complet après l'emploi des GPU AMD et Nvidia, donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas trop envie de s'embêter avec toutes ces choses-là. Et donc que c'est très globalement facile d'accès pour la plupart des utilisateurs. Tout ça, que c'est essentiellement donc basé sur Ubuntu. Donc partant de là, j'ai envie de dire que on va aller tester PopOS et pour cela, on va aller sur un de mes hyperviseurs de virtualisation. Et on va aller déjà aller télécharger PopOS. Déjà, on va aller sur Download. Hop, on va aller télécharger PopOS. Donc la 2204 LTS, donc qui est basée sur la dernière 2204 LTS de Ubuntu. Donc c'est le même principe que Linux Mint, hein, elle se base sur la dernière version LTS d'Ubuntu. Alors on va faire copier le lien et on va aller ici. Je vais aller télécharger l'image ISO. Hop. Voilà, il a détecté l'image ISO, puis je vais aller quand même vérifier le checksum SHA-256. Hop, SHA-256, et je lui mets la checksum, et on va télécharger tout ça. Donc les quelques secondes qu'il faut pour télécharger l'image ISO. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc j'utilise Proxmox Virtual Environment, donc qui est un hyperviseur de virtualisation, donc qui permet de créer toute une infrastructure de machines virtuelles et de conteneurs LXC. Moi j'utilise ça surtout sur toutes mes infras personnelles et professionnelles, parce que je trouve que c'est un bon hyperviseur, et il y a des choses qui sont perfectibles, hein, comme beaucoup de logiciels, mais qui fonctionnent très très bien, et l'avantage c'est que ça permet aussi de monter des clusters, notamment en environnement en entreprise. J'ai des clusters de plusieurs machines, et donc de voir instantanément depuis n'importe quel nœud toutes les autres machines, de faire de la migration en live, du failover de machines, de la haute disponibilité, tout ça, etc. Donc voilà, donc là c'est téléchargé, il a téléchargé, il a vérifié le checksum, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va créer une machine virtuelle, hop, très rapidement. Je vais lui donner un ID qui va être 8000, je vais l'appeler PopOS. Voilà, ici je m'en fiche. On va aller sélectionner l'image ISO qu'on a déjà téléchargée, PopOS. Donc c'est de type Linux, Linux 5X, très bien. Donc le système, je vais laisser système par défaut, donc avec une machine avec un BIOS standard. Voilà, rien de particulier, un contrôleur VirtIOS CSI puisqu'on est sous Linux, ce qui permet d'améliorer les performances en entrée et en sortie. On va créer un disque de 16 Go puisque c'est ce qu'il recommande, et là j'ai pas besoin de plus. Sur mon stockage ZFS, hop, je vais dire qu'il peut émuler un SSD. Voilà, on va lui mettre, alors c'est une machine avec un socket et je vais lui mettre 4 cœurs, ça devrait largement suffire pour la démo.
et on va lui mettre 4 Go de RAM, puisque c'est un desktop, c'est aussi ce qui est recommandé pour la machine. Je vais me mettre sur mon bridge réseau VMware 1 et je crée la machine. Donc la machine est en train de se créer. Voilà, la machine est créée. Ok, parfait. Je vais aller faire une petite chose très rapide. Ça, c'est un petit truc que je fais. Je vais juste aller mettre la machine en mode NAT /etc pve QEMU serveur 8000. Alors ça, c'est un truc que Proxmox ne permet plus, parce que ça a amené beaucoup de confusion dans la tête des gens. Donc je ne permet plus dans l'interface utilisateur. Mais hop, j'ai dit directement le fichier de conf. Ça permet de mettre la machine en mode NAT. C'est juste comme ça permet d'avoir la machine. Déjà elle utilise le DHCP de QEMU serveur. Et puis elle est vraiment en mode NAT par rapport au reste du réseau de mon hyperviseur. Bon, ça c'est un point de détail, c'est pas très grave. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme matériel? Je sais juste... ah oui, l'affichage. Je ne vais pas utiliser l'affichage par défaut, je vais mettre un affichage Spice, donc qui me permet de rediriger l'affichage distant directement en local sur ma machine avec un certain niveau aussi d'accélération. Donc c'est Spice QXL. Sinon, de fait, l'affichage, c'est un affichage VGA simulé et qu'on peut afficher dans le navigateur ou dans une fenêtre. Avec QXL, c'est plus rapide. Voilà, donc la machine est créée et puis donc je procède au check. L'ISO est bien là. Donc on va démarrer la machine. Voilà, et la machine démarre. Donc le temps que ça boot. Alors, on me dit, sur la dernière version, on peut utiliser VirGL. Ouais, tout à fait. Là, mon host, il n'a pas de GPU ou de particulier, parce que c'est un serveur, serveur, hein. Mais effectivement, on peut utiliser VirGL depuis la dernière version 7.2.3 donc de Proxmox. Ouais, tout à fait. Ça permet d'utiliser le GPU du host et d'avoir une accélération graphique sur plein de guests. Ça, pour le coup, c'est vachement bien. Je l'ai testé sur une autre machine. Ça marche très très bien. Alors, donc on arrive sur l'install de PopOS. Voilà. Donc, on va se mettre en français, parce qu'on est des français. Bonsoir. Hop. On va sélectionner français. Ça, je ferme. Ok. Donc la langue d'entrée, c'est du français, je laisse par défaut. Bah, vu que j'ai rien sur le disque, on va faire une clean install, j'ai envie de dire. Voilà, QEMU hard disk, ça c'est le hard disk qu'il a auto-détecté. On clique dessus et on fait installer. Et là, il me demande un nom d'utilisateur. On va mettre français. Voilà. Voilà, mon username. On va mettre un super mot de passe ultra sécurisé. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me propose? Chiffrer le disque dur. Non, je n'ai pas besoin de chiffrer le disque dur. Là, pour la démo. Donc là, effectivement, ça c'est intéressant parce qu'il permet par défaut de pouvoir chiffrer le disque dur, donc de protéger sa machine, ce qui est plutôt bien en cas de vol de machine. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Bon, c'est quelque chose qui est intégré depuis longtemps dans Ubuntu et beaucoup de distributions Linux, mais je trouve que c'est bien de pouvoir le proposer, je dirais out of the box là sur l'installeur, même pour une distribution qui se veut très grand public là pour le coup. En tout cas, bah tiens, comme dit Thierry, PopOS c'est trop beau. Bah écoute, je trouve qu'effectivement le look and feel là pour le moment, je le trouve plutôt sympa. C'est plutôt agréable. Il est en thème sombre par défaut, ce qui est plutôt pas mal, hein, surtout pour nous qui aimons bien les thèmes sombres. Et ouais, je trouve l'UI plutôt assez agréable, plutôt léché. Enfin, c'est dans les standards, je dirais, d'aujourd'hui. Mais c'est pas mal. Alors, est-ce que PopOS est packagé avec ZFS? Alors, j'en ai aucune idée. Faudra qu'on regarde un petit peu dans les logs. Là, j'ai l'impression que l'installeur, là, il m'a rien proposé. Enfin, il m'a pas proposé ZFS ou autre chose parce qu'en fait, je suis parti sur l'installation, on va dire un peu clé en main, en quelques clics. Mais lorsqu'au début de l'installation, il proposait une installation en mode un peu avancé. Donc peut-être que ZFS est proposé ou pas, je sais pas. Mais ça m'étonnerait parce que ZFS, il y a quand même pas beaucoup de distributions de Linux qui le proposent, notamment sur la partition de boot, etc. Donc, hormis par exemple Proxmox, Virtual Environment et quelques autres distributions, pour des raisons, déjà pour des raisons de licence et des raisons techniques aussi. Voilà.
Alors Thierry, tu dis avec Mint, ce sont mes deux préférés en termes de visuel et du X. Ouais, ouais, bah, Linux Mint, ouais, pareil. Moi, je n'utilise que Linux Mint sur mes machines perso. Par contre, moi, j'utilise pas GNOME, j'utilise l'environnement Maté. Je trouve que l'environnement Maté correspond beaucoup plus à mon usage aujourd'hui. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, Maté, c'est un fork de GNOME 2 quand GNOME 2 a été arrêté, il y a peut-être une dizaine d'années, je crois. Salut Sylvain. Moi, c'est une interface qui me correspond bien avec un menu démarrer tout bête, les trucs pas trop fancy, etc. Donc, c'est franchement Linux Mint en environnement maté, moi ça me convient bien. En plus, c'est très peu consommateur en ressources, donc ça va. Et PopOS, je sais pas sur quoi c'est basé. J'imagine ça doit être basé sur un environnement GNOME 3, j'imagine. Donc, d'ailleurs, vous me conseillez quoi comme distro pour le fils de 8 ans? Eh ben, écoute, Sylvain, je ne sais pas. Peut-être PopOS. PopOS, ça doit pouvoir le faire. Mais globalement, tu prends une Linux Mint, par exemple, alors qu'elle soit en environnement GNOME ou Maté, je pense que ton fils de 8 ans, il doit pouvoir l'utiliser sans problème, puisque mes enfants, ils ont depuis qu'ils sont tout petits, ils utilisent Linux à la maison, les distributions que j'utilise. Donc Linux Mint, là en l'occurrence, depuis des années. Et même quand ils étaient petits, il suffit de leur montrer où sont le navigateur, le LibreOffice, etc. Puis ils s'en sortent sans aucun problème. Au contraire, en plus à 8 ans, je trouve qu'ils sont plutôt curieux, ils savent assez rapidement s'approprier un système d'exploitation. Voilà. Alors, configuration du système 70%. Bah, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de l'installation. Donc ça c'est pas mal. Alors, ouais, c'est pas spécialement rapide à installer, mais ouais, comme je suis sur un host Proxmox qui est déjà un petit peu chargé en VM, il y a pas mal de trucs. Puis j'ai pas optimisé les caches d'entrée-sortie pour le disque, mais bon, ça prend un petit peu de temps. J'aurais peut-être pu changer 2-3 petites choses au niveau de la conf, mais pour que ce soit un peu plus rapide. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je demande juste 2 petites minutes de patience, le temps que ça se finalise. Ah bah tiens, finition de l'installation. Alors, ce que je vois, c'est que la localisation est peut-être un poil, la finition de l'installation plutôt que finalisation. Donc, je ne sais pas si l'internationalisation est bien complète partout. Parce que là, on voit que tout est en anglais, mais c'est peut-être parce que par défaut, là, le mode live se lance en anglais, c'est possible. Ah, tu veux une chanson? Non, je ne me permettrai pas, sinon je vais faire fuir le peu d'abonnés que j'ai et le peu de gens qui nous regardent aujourd'hui. Je ne fais quand même pas vous casser les oreilles. Mais Thierry, tu pourras nous chanter quelque chose tout à l'heure lors de ton live, d'ici une dizaine de minutes. Ah, ça y est. Donc redémarrer le périphérique. Donc allons-y. On redémarre tout ça. Alors, ça boot. Alors, encore quelques secondes et ça va arriver. Voilà, me voici. Hop. On va mettre le mot de passe. Alors, nous voici arrivés dans PopOS. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, donc là, on a un système de setup lors de la première connexion. Donc, il nous dit quel type de dock on va avoir. Bon, ça, je vais fermer les notifs. Quel type de dock? Pas de dock. Le dock s'étend jusqu'au bord, ne pas étendre de dock. Bon, on va laisser le truc par défaut. Donc, on va afficher les espaces de travail, oui, parce que ça, moi, je m'en sers. Afficher bouton des applications, oui. Dataeur, ok. Alors, il nous dit comment ouvrir et changer d'application depuis le lanceur. Ça, c'est pas mal. Il nous explique un peu comment faire. Voilà, utiliser GES pour faciliter la navigation. Ah ouais, donc ça c'est pas mal. C'est un petit peu ce qu'on retrouve directement dans macOS, hein, en utilisant les 4 doigts pour changer d'espace de travail, l'aperçu des fenêtres, etc. etc. Bon, bah ça c'est pas mal, parce que toute distribution Linux ne le propose pas. On peut choisir une apparence, dark ou light. Moi je vais laisser en mode dark. Hein. Voilà. Alors, confidentialité, service des géolocalisations. Donc, il peut nous demander si on autorise la géolocalisation. Et là, ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas sur de l'opt-out, on est sur de l'opt-in. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon point. Fuseau horaire. Alors, on va dire qu'on est à Paris. Voilà. Ici, c'est Paris. Voilà. Connectez vos comptes en ligne. Ah, on peut connecter nos comptes directement. Google, Nextcloud, Microsoft. Ah, bah ça c'est pas mal. IMAP SMTP. Bon, ça, je le fais pas, mais c'est bon.
C'est pas mal comme fonctionnalité. C'est vraiment assez guidé là pour le coup, je trouve. Tout est terminé, commencez à utiliser PopOS. Bon bah voilà, nous voici dans une version de PopOS fraîchement installée. Là comme la résolution est pas la bonne, je vais essayer de paramétrer ça. Donc j'imagine on va trouver ça par là dans le coin. Tiens, hop, écran. Ouais, 1024 768 c'est pas le top. On va se mettre en Full HD, appliquer. Hop, et je vais me passer en plein écran. Et ben voilà, là on a un desktop qui tient la route. Donc alors, moi c'est le premier truc que j'ouvre en général, hein, le terminal. Donc ça super, un terminal de base, c'est plutôt pas mal. Un navigateur de fichiers. Ok. Bon, jusque là, rien d'extraordinaire. Tiens, j'avais pas éjecté le CD. Pim, voilà, le CD est éjecté. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Donc on a pas mal de choses. Alors donc là on retrouve justement les parties confidentialité. Donc tout ça c'est rangé un peu dans des dossiers dans le configurateur. On a sur les applications, on a pas mal de choses qu'on peut configurer dans les applications. Là, je découvre en même temps que vous, hein. C'est la première fois que je lance PopOS. Voilà. On a pour les firmware. Donc évidemment, si on a du matériel un peu spécifique comme dans Ubuntu, là ici, il va nous proposer des firmware éventuellement propriétaires à installer en cas de besoin. Donc les imprimantes, souris pavé tactile, bon les écrans j'ai déjà vu. Bon ok, bah ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. OS upgrade et recovery. Ok. Donc là il nous dit qu'on a la version la plus à jour, la plus récente de PopOS. Et on peut mettre en place les updates automatiques. Ce que je fais jamais. Parce que je trouve que les updates automatiques c'est pas terrible. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est PopShop. Alors le PopShop, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça c'est le PopShop, c'est pour installer des applications. Donc, alors tu dis Gou, ça fait très smartphone comme config. Ouais, ouais, je pense. Mais je pense que ça doit être fait exprès, à mon avis, justement pour permettre aux gens qui sont habitués plutôt à des smartphones et qui sont pas très techniques, pas comme nous, tu vois, de pouvoir s'y retrouver assez facilement. Je trouve que globalement, l'IHM est plutôt bien faite et c'est assez bien guidé, en tout cas pour une première prise en main. Donc là, on est dans le store des applications, et ben tiens, en tant que développeur, premier truc qu'on peut faire, c'est installer Visual Studio Code. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et on voit qu'on a accès directement aussi à Steam et à Spotify. Enfin, j'ai envie de dire, pour un utilisateur assez standard et assez mainstream, ça me semble quand même ça me semble assez simple à prendre en main et assez guidé. Je pense que globalement, la partie la plus complexe de quelqu'un qui voudrait installer ça sur son PC Windows ou son PC en dual boot, c'est finalement de prendre l'image ISO et de flasher une clé USB avec. Mais pour ça, il y a plein d'utilisateurs qui le font très bien, Rufus, etc. Et puis bah, les gens qui sont déjà sous Linux, qui veulent flasher une clé USB, hein, c'est très simple. Tu ouvres un terminal, tu fais sudo dd if le nom de l'ISO, of/dev/sd qui correspond à ton stick USB, bs égale 1m, et puis conv égale fsync, et hop, et c'est parti. Mais effectivement, pour les utilisateurs Windows, je pense qu'il faut juste télécharger un petit utilitaire pour pouvoir flasher l'ISO sur une clé USB, mais c'est une fois ça, après peut-être que la difficulté suivante, c'est peut-être juste de trouver comment booter sa machine sur une clé USB, parce que là, de plus en plus de BIOS ou de machines ne propose pas ça de façon très visible. Donc des fois c'est un coup F2, un coup F8, un coup F12. Des fois il faut activer un truc dans le BIOS pour le faire. Enfin, bon. Et en tout cas une fois que l'installeur est lancé, franchement c'est quand même assez facile et ça arrive. L'installation se fait quand même assez clairement, je trouve. Donc c'est pas mal. Donc là on peut voir les applications. Donc là je retrouve Visual Studio Code que je viens d'installer. Voilà. Hop. Bon bah ça c'est pas mal. Tiens, pour vous faire mal aux yeux, tiens, on va se mettre en mode light. Voilà. Ça c'est codé en mode light pour les développeurs. Oh mes yeux, mes yeux. J'en connais plein qui détestent ça. Et il y en a quelques-uns hein, dans ce chat d'ailleurs. Voilà. Donc bah, c'est pas mal, il y a quand même déjà pas mal d'applications qui sont, je dirais, installables en un clic assez facilement. Ça, je trouve ça quand même plutôt bien. Toutes les distributions ne le font pas. Bon après, si on cherche quelque chose, il suffit de fouiller, j'ai envie de dire, un petit peu là-dedans. Tiens, j'ai cliqué sur audio.
effectivement, là, le plus dur, c'est de faire son choix dans tout ce qu'on cherche, quoi. Alors, si je cherche Audacity, par exemple, on va voir s'il y est. Alors, Audacity, ah bah, le voilà, clic. Tu peux installer le Flatpak ou le Ubuntu, le Deb. Ah bah, tiens, on va installer le Deb. Hop. Franchement, le store est pas mal fait, hein. C'est quand même pas mal. Donc là, il me demande mon mot de passe, ce qui est normal. Oh, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Bon, hop, ça je ferme. Non, sinon, qu'est-ce qu'on a? Donc, par défaut, ah ça j'adore, c'est que par défaut, le navigateur c'est Firefox et non pas Chrome ou Chromium. Donc ça, merci PopOS, parce que moi c'est le navigateur que j'affectionne et je trouve que c'est bien d'avoir de continuer à promouvoir Firefox. Bon, bah, Firefox par défaut, hop, français. J'importe rien pour l'instant. Thème du système. Voilà, et nous voilà directement. Et ben, on peut directement naviguer sur Internet. Bon, bah c'est pas mal ça. Voilà. Après, je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà familiers donc avec PopOS. Je crois, Thierry, tu avais l'air de sous-entendre que tu es déjà familier avec cette distribution et, de l'avoir déjà pas mal utilisé. Enfin, c'est un peu ce que j'avais cru comprendre. En tout cas, j'ai découvert et franchement, je suis agréablement surpris, je trouve, par le côté Audacity a été installé, par le côté plug and play un peu de la distribution. Et je trouve que en termes du XUI, c'est plutôt pas mal, enfin, vraiment. Je pense que pour des utilisateurs qui hésitent à basculer sous Linux ou avoir une première expérience sous Linux, c'est une distribution qui peut faire sens assez facilement. Et je pense distribution comme ça en dual boot, à mon avis, ça fait le job largement. Et je pense plus qu'Ubuntu, parce que moi, Ubuntu, ça fait quelques années que j'ai abandonné. Je trouve qu'ils trop souvent ils cassent des choses, trop souvent et parce qu'ils veulent mettre en place des technologies peut-être pas encore assez matures. Par exemple, très récemment, Wayland par rapport à Xorg. Et puis l'UI est très inspiré de celle de macOS avec une barre de menu unique, etc. Et moi, j'adhère pas du tout à ça. C'est d'ailleurs pour une des raisons pour lesquelles je suis passé sous Linux Mint il y a de très nombreuses années maintenant, c'est que voilà, je n'adhérais plus du tout à un petit peu à l'UI, l'UX d'Ubuntu. Et puis c'est énormément éloigné de la Debian sur plein de services système aussi. Voilà, ça, c'est surtout au niveau de l'Ubuntu serveur. Mais ça, j'en reparlerai. Je trouve que moi, sur tout ce qui est serveur, j'utilise que de la Debian essentiellement, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus light et beaucoup plus faciles à maintenir, à mettre en place. Il y a moins de garbage dedans, je trouve. Voilà. Salut Fabien. Ah, Fabien, tu arrives à la fin. Alors, on va bientôt débrayer pour aller sur la chaîne de Thierry. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour ce premier test de PopOS. Moi, je trouve que PopOS c'est quand même une distribution qui me semble plutôt pas mal. Franchement, ça me semble être une distribution qui mérite le coup d'être découverte. Donc je vais continuer un petit peu dans mes expérimentations parce que là j'ai vu que les trucs qui me semblent bien du premier regard. Maintenant il faut gratter un petit peu, creuser un peu pour voir s'il n'y a pas des petits bugs cachés ou des petits trucs qui sont moins pratiques, surtout pour les utilisateurs avancés, un peu comme moi ou comme vous, certains dans le chat où on est habitué à avoir certaines fonctionnalités un peu plus avancées. Mais en tout cas en termes d'intégration, ouais, comme tu dis Sylvain, le logo il envoie du pâté. Exactement, ouais, c'est ça. Et mais je trouve, ouais, enfin l'UI est vraiment bien faite, l'UX est plutôt bien faite aussi. Je trouve que c'est bien accompagné. Je trouve, enfin, c'est une distribution en tout cas qui mérite qu'on lui donne une chance et à être testée, notamment pour les utilisateurs, comme je le disais, plutôt débutants ou qui sont pas très avancés sur Linux. Là, je pense que d'un premier coup d'œil, j'ai l'impression qu'on peut globalement tout faire en un seul clic. C'est le sentiment que ça me donne. Il y a un terminal qui est proposé dans le menu par défaut, mais j'ai l'impression que finalement on peut s'en passer assez facilement. Et je vois notamment l'intégration de tous les comptes Google, Nextcloud, Microsoft, tout ça, etc. C'est déjà pris en charge naturellement dans la distribution, donc c'est quand même pas mal.
Voilà, voilà, il est quasiment 13 h. Nous sommes arrivés au bout de ce live. Je vous remercie infiniment d'être venu passer une petite tête ici et puis d'avoir suivi mon expérimentation avec Pop! OS. Et puis je pense qu'on va aller tenter de faire un raid sur la chaîne de Thierry qui doit nous attendre avec une impatience non dissimulée. Donc, ah bah oui, bah, si tu viens d'arriver, bah, c'est pas grave, il y aura le replay. De toute façon, je vais le mettre là tout de suite, juste après. Je vais le mettre, il sera donc sur Twitch. Et je mettrai le replay dès cet après-midi avec les liens sur YouTube, comme je fais d'habitude, et je partagerai tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on va vous laisser tranquille, reprendre une activité normale ou pas, ou aller voir notre ami Thierry, comme je le disais, qui nous attend avec une impatience non dissimulée. Et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.